Bonjour à tous. Donc on va commencer. Les portes sont fermées, donc c'est que ça veut dire qu'on commence. Donc aujourd'hui, on souhaite vous parler de l'innovation en 5 jours et vous montrer comment on l'a réussi. Alors nous, on n'a peut-être pas forcément réussi en 5 jours, mais comment on innove en 5 jours et vous dire que c'est possible. Et donc faire un petit retour sur le design sprint de manière générale et surtout, avec Benoît aujourd'hui présent, comment on l'a appliqué chez AXA depuis maintenant le mois de janvier. Ça devait marcher. L'innovation commence maintenant. On va faire comme ça. Je présenterai rapidement Benoît Cizeron, je suis responsable de l'innovation chez AXA France. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une direction d'à peu près 10 personnes et on aide l'ensemble des autres directions métiers d'AXA France à innover, à se transformer. On n'est pas là pour accaparer l'innovation. Chez AXA France, c'est tout le monde qui innove, l'ensemble des directions. Par contre, pour ce faire, il faut mettre en place les bonnes méthodologies. On est des fans absolus de méthodologie. Les bons mindsets, les bonnes pratiques. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les directions pour effectivement mettre en place les bonnes méthodologies, changer les mindsets, etc. etc. Paul Depré, moi je suis heureux T-Guy, présent aujourd'hui sur différentes conférences. Au sein de T-Guy, je suis à la fois Product Manager et donc depuis janvier, disons Sprint Master et Design Sprint Evangelist. Donc si vous voulez un peu, je me suis spécialisé dans cette, comme disait Benoît, on est fanatique de méthodologie, donc spécialisé dans la méthode Design Sprint. Donc avant d'entrer dans le sujet, deux petits mots sur le Design Sprint de manière très générale. Donc c'est une méthode qui a été, si vous voulez, développée, théorisée, initiée par Google il y a maintenant 2-3 ans. Et c'est depuis cette année finalement qu'il y a eu un gros boom de la méthode, de par le bouquin que vous pouvez voir exposé ici. Donc Jake Knapp, qui est l'un des designers de Google Ventures, qui a écrit, théorisé le Design Sprint et qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus une méthodologie confinée à quelques équipes, mais c'est de plus en plus utilisé et c'est pourquoi nous, on s'est appuyé sur cette méthodologie pour innover. Donc, en quelques mots, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail. C'est pas facile pour moi en général. Donc, allons essayer d'aller à l'essentiel. Alors, le Design Sprint, c'est une méthode qui, by the book, a comme objectif et comme ambition de pouvoir innover et tester des prototypes, des expériences utilisateurs sur des utilisateurs en 5 jours. C'est donc une méthode qui a été mise en place aux confins et au croisement de différentes courants de pensée, concepts, type le Lean Startup, Design Thinking ou encore la stratégie business. Vous verrez que c'est un point très important, c'est qu'ici, dans le Design Sprint, on met le business vraiment au cœur de notre réflexion. Et pour ce faire, on le verra un peu plus tard, c'est à la fois aussi une méthode qui implique différents types de personnes, de métiers. Donc on a à la fois de la UX, qui est vraiment le cœur de métier, disons au centre de la méthode, le business, les experts métiers, UI designer ou encore ingénieur. Donc on a vraiment, si vous voulez, un panel très varié de métiers et d'experts au sein de la méthode. Je rajouterais une chose, en fait, pourquoi chez AXA on a décidé effectivement d'aller sur la partie design sprint de manière très pragmatique. Aujourd'hui, un projet chez AXA, ça coûte cher et ça prend du temps. Donc on est une grande entreprise, on a beaucoup de legacy, on a beaucoup de SI, puisqu'on a racheté pas mal d'entreprises depuis un certain nombre d'années. Et donc lorsqu'on veut innover, se transformer, ça peut coûter vite très cher et ça peut prendre vite beaucoup de temps. Cette méthodologie, elle nous permet, et c'est le schéma que vous avez ici, d'éviter la phase de construction et de déploiement qui prennent du temps et coûtent cher, et d'avoir un retour d'expérience assez important. L'objectif, il est simple. Comment, lorsqu'on veut se transformer, innover, on acquiert une certaine maturité dans les expériences qu'on veut proposer auprès de nos clients avant effectivement de commencer à investir dans du développement, dans du déploiement.
Et donc là, c'est une maturité simple d'usage, d'expérience digitale. On essaye quand même d'être dans cette logique de prototypage que Paul va vous décrire le plus réaliste possible et à avoir des tests permanents dans une logique d'itération auprès de nos utilisateurs, auprès d'utilisateurs finaux, pour pouvoir effectivement construire cette maturité. Demain, on continue à investir de la même façon. Par contre, on veut investir sur des sujets où on optimise la performance, où on optimise l'usage, et qu'on soit sur le business, sur le métier, qu'on soit développeur, etc., etc., il n'y a rien de plus frustrant que de commencer à développer des projets et à s'apercevoir que ça ne marche pas. Il n'y a rien de plus gratifiant que de rencontrer un succès, que de faire en sorte que le produit, le service que vous lancez, les gens adhèrent et se l'approprient. La logique, c'est comment on fait en sorte justement de monter en maturité et de faire en sorte que demain, ce produit, ce service qui sera lancé, on espère qu'il aura du succès. Donc, implémenter le design sprint, c'est aussi monter une équipe pour lancer et pousser le design sprint. Donc aujourd'hui, l'équipe s'articule autour de 4 types de spécialisation et d'expertise. Donc le Sprint Master, qui est finalement un petit peu le métier, en tout cas la position qui a été inventée autour de Design Sprint, qui a été mise en place et élaborée autour de Design Sprint, qui est, si vous voulez, un peu l'équivalent d'un Scrum Master, mais pour cette pratique, qui est vraiment le garant de la méthodologie, qui va être celui qui va animer les ateliers, qui va faire en sorte qu'on arrive à converger, à avancer selon le time boxing, le timing qu'on s'est fixé, qu'on va à chaque étape livrer ce qui était défini ensemble et faire en sorte que finalement toute la mécanique roule au cours de ces 5 jours, voire plus. Les designers, qui sont donc, on n'a pas voulu, si vous voulez, ni mettre ni UX, UI, mais vraiment nous, c'est les designers donc, qui vont être au cœur de la réflexion et au cœur de la création du prototype, donc de la réflexion sur les différents écrans, les différentes expériences à prototyper, et ensuite, ce sont eux qui vont vraiment créer le prototype qu'on va ensuite tester nous, auprès des utilisateurs. Les ingénieurs qui vont, alors de nouveau très vague comme terminologie, on ne voulait pas du tout entrer dans du détail, c'est donc, si vous voulez, la patte technique qui va aujourd'hui, qui va aussi apporter son expertise lors des différents ateliers et lors de la conception de l'expérience digitale, du parcours utilisateur, mais sans pour autant devenir, si vous voulez, ou lever des barrières techno. L'idée, c'est vraiment d'innover sans se poser de barrières et sans s'imposer de limitations et de limites. Et enfin, les experts métiers qui sont, dans notre cas, donc, chez AXA, donc les différentes directions, les différents métiers, qui vont donc apporter leurs connaissances, qui vont alimenter, si vous voulez, le sprint et la méthodologie de leurs inputs, de leurs connaissances des clients, du métier, du contexte, des objectifs aussi, des objectifs business, et qui vont donc tout au long du sprint participer au même niveau ou même plus que nous finalement dans l'élaboration du prototypage. Donc concrètement sur les experts métiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque ça, on travaille sur l'auto, de l'habitation, de l'épargne, de la santé, etc. etc. On a travaillé sur des produits sur la santé, donc on développe un certain nombre d'expériences sur la santé. Et donc lorsqu'on conçoit une nouvelle expérience digitale, on fait en sorte qu'il y ait des médecins, et des urgentistes, des infirmières, des gens qui sont vraiment confrontés aux problématiques du client pour effectivement, ça paraît naturel, mais qui puissent apporter une solution qui fait du sens. De la même manière, on a travaillé sur des problématiques de prévoyance. On a demandé à des assistantes sociales de nous expliquer ce que c'était que la réalité des choses. On a demandé à des gens qui même ont développé des plateformes de mise en relation entre le aidant et l'aidé pour nous expliquer ça veut dire quoi les enjeux de la mise en relation pour effectivement accompagner les gens qui sont en situation de dépendance. Ça, on a des gens qui savent pas mal de choses chez AXA, mais c'est toujours mieux d'aller vraiment voir nos utilisateurs, de vraiment comprendre de quoi on parle et quels sont leurs vécus au quotidien. Donc on a compris un petit peu les concepts de base, l'équipe qui va faire tourner le sprint. Donc voilà un peu comment se décline aujourd'hui le design sprint, donc selon la méthodologie décrite par Google. Donc on va être sur 5 jours avec chaque jour un objectif très précis. Donc quand je vous parlais un petit peu du garant de la méthodologie qui est le Sprint Master, c'est lui qui va faire en sorte qu'à la fin de chaque journée, on ait atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Donc on a 5 journées. Donc la première journée qui va être la journée de comprendre
La deuxième journée de diverger, converger, donc là on reconnaît très rapidement je pense que c'est assez naturel pour tout le monde, on reconnaît un peu le diamant du design thinking de divergence-convergence, la phase de prototypage et la phase de test. Donc la première journée qui est dédiée donc à la compréhension finalement du métier, comme je vous l'expliquais, donc l'idée du design sprint, c'est d'avoir une équipe qui accueille différentes directions, dans le cas d'AXA, donc différentes directions métiers. Donc il faut que la première journée, on puisse tous être sur la même page. C'est-à-dire le métier doit nous alimenter de leurs connaissances, de leurs objectifs, pour que toute l'équipe, finalement, autour de la table, donc les designers, les experts métiers, ingénieurs, etc., on ait tous la même compréhension à la fin de la journée de quel est l'enjeu et quel est surtout le challenge que l'on souhaite craquer. Donc c'est vraiment la problématique utilisateur que l'on souhaite craquer au cours du sprint. Donc ça peut paraître long, mais c'est vraiment important pour nous. C'est-à-dire que si on doit créer une solution ensemble, il faut qu'on ait le même niveau d'information. Trop souvent aujourd'hui, on a des experts, mais qui finalement ne partagent pas suffisamment leurs connaissances. Mais quand je dis suffisamment, c'est à l'ensemble des équipes qui demain devront mettre en œuvre cette solution. Donc on n'a pas de vision de produit, on ne comprend pas pourquoi on doit faire ça, etc., etc. Donc on passe quand même une demi-journée. Et c'est pas juste 11h midi, hein, c'est vraiment 9h, 13h, à essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on veut faire ça. Et le pourquoi, après il y a d'autres méthodologies, mais il est extrêmement important puisque la solution qu'on doit mettre en place doit répondre à ce pourquoi. Mais si on n'a pas défini ce pourquoi, on va mettre quelque chose en place qui sera quelque chose, mais qui n'aura pas vraiment de sens, qui n'aura pas vraiment de réalité par rapport à notre business, par rapport à nos clients, etc., etc. Et c'est important de renforcer l'idée que durant cette première journée, on ne parle pas de solution. On vient avec des problèmes, on vient avec une réalité de terrain, avec un audit, un état des lieux. On peut utiliser le terme que l'on souhaite, mais on ne parle pas de solution. On parle vraiment de problème et être sûr qu'on va attaquer, ou en tout cas se concentrer, se focuser sur le vrai problème aujourd'hui de nos utilisateurs. La deuxième journée, donc, ça va être la journée de divergence, donc, au sein de différents ateliers. Donc, on va diverger sur les différents problèmes, on va diverger sur les différentes solutions qu'on peut apporter, on va diverger à la fois au niveau des idées, des concepts et aussi au niveau des solutions, des wireframes. Donc l'idée c'est que au travers de différents ateliers, on aborde ensemble les différentes solutions et on aborde aussi ensemble les différents écrans, les différentes expériences UX qu'on va mettre en place. Et j'insiste vraiment sur le fait que tout le monde participe à ces phases de conception, dans le sens où ce n'est pas uniquement nous, les designers ou les sprint masters, qui vont donner leur input, mais c'est aussi le métier. Et c'est assez fabuleux en fait, de voir des gens qui ne sont pas du tout habitués à un exercice, donc par exemple le Crazy 8 qui vous oblige qui est vraiment un exercice time-boxé de 8 écrans en 8 minutes, de se mettre devant la feuille blanche, de devoir se lancer à maqueter des expériences, un prototype, des écrans. Et en général, eux nous apportent énormément de valeur ajoutée de par leur expérience, leur connaissance, les connaissances des clients finaux. Concrètement, ça s'appelle l'intelligence collective. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chacun a une spécialité, chacun a une expertise. Demain, si vous voulez en faire en sorte que tous ces gens-là, avec leur expertise, leur spécialité, proposent quelque chose de valeur, il faut que chacun ait le même niveau. C'est-à-dire, le même niveau, c'est le même poids de décision, la même prise de parole. C'est pas celui qui parle le mieux, c'est pas celui qui parle le plus fort qui, effectivement, va mettre en avant son idée ou va mettre en avant la solution. C'est bien tout le monde, par son vécu, par son expérience, par son expertise, qui peut apporter quelque chose. Et donc suite à ça, on va terminer la journée un peu de divergence avec différentes solutions à X problèmes qu'on aura définis. Idéalement, on devrait avoir un nombre plutôt réduit, voire unique de problèmes définis et à challenger. Et la troisième journée va être vraiment la journée de convergence. Donc c'est là où on va se mettre ensemble autour de la table et définir. Donc pour ça, il y a des ateliers type le Zen Voting, qui est vraiment de réflexionner en silence et de voter chacun indépendamment, individuellement, sur les différentes maquettes, les différents wireframes qui ont été exposés au mur et qui vont répondre à un ou X challenge et problèmes. Et là, de nouveau, on insiste sur le côté intelligence collective. Alors là, c'est vraiment la participation collective, ou en tout cas le vote individuel mais collectif, finalement, qui nous permet de définir ensemble et de nous approprier tous les solutions. Ce n'est pas une personne qui va venir de manière empirique en disant voici la solution, voici le problème, mais c'est vraiment une discussion, en tout cas un vote collectif qui va nous permettre de faire atterrir une solution à laquelle on va donc tous ensemble adhérer.
Donc l'idée, c'est qu'on a un mur finalement rempli de wireframe avec plein de petits votes, et on voit un espèce de heat map se dégager, et on va tout de suite voir en fait quelles sont les solutions qui ont recueilli le plus qui ont la plus grande adhésion, et celles qu'on va donc par la suite prototyper en 4e journée. Et enfin, donc le prototypage, rien d'extraordinaire dans cette phase-là, sauf qu'on se formalise pas sur un outil, un format ou autre. C'est vraiment selon le problème qu'on a défini, selon les solutions. Ça peut être un PowerPoint ou un Keynote animé, ça peut être du Flinto, du InVision, du Sketch. Ça dépend vraiment de à la fois l'outil sur lequel on veut tester notre solution sur nos utilisateurs. Est-ce que c'est du PC, du desktop, ou est-ce que ça va être du mobile, du nombre d'écrans, donc de la complexité du prototype à réaliser. Donc on n'a vraiment pas, si vous voulez, de formalisme quant à quel outil utiliser, etc. Par contre, oui, on se formalise sur le niveau de qualité, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les utilisateurs, si vous leur apportez des wireframes avec des nuances de gris, ils ont beaucoup de mal à se projeter dans finalement quelle est la solution qu'on est en train de leur présenter, en train d'essayer d'évaluer. Alors, oui, on se formalise sur avoir un niveau de qualité qui est proche d'un rendu final pour qu'eux puissent se projeter dans une utilisation comme si demain ils devaient utiliser notre plateforme ou le prototype qu'on a développé. Et donc dernière journée, c'est dédié donc aux tests utilisateurs qui sont pour nous finalement vraiment l'achievement de ces 5 jours et qui vont nous donner le pouls et être sûr qu'on va valider ou invalider le prototype qu'on aura mis en place. Donc c'est la manière dont nous on les mène, c'est donc des sessions de 45 minutes maximum. Une personne de notre équipe et un utilisateur dans une salle avec notre prototype et très peu de questions finalement, donc on scripte le moins possible le test et on laisse un test ouvert et on recueille les feedbacks utilisateurs. Suite à ça, nous, on analyse un peu les feedbacks de manière très simple, hein, quel est le parcours et quels sont les feedbacks positifs et négatifs, et ça nous donne derrière un plan d'action qui est à savoir, est-ce qu'on garde le prototype et on apporte quelques modifications, ou est-ce qu'on pivote complètement parce que notre positionnement n'a pas du tout été compris, ce qui arrive. Ou au contraire, est-ce qu'on est exactement sur le bon positionnement, on a répondu à un problème concret de nos utilisateurs, et dans ce cas-là, go et on passe à l'étape suivante. Sur la partie test, je voudrais rajouter 2 choses. La première, c'est qu'on a industrialisé les tests. C'est pas évident de mobiliser 6-8 personnes en permanence, de recruter ces personnes-là. Donc on a fait en sorte de se dire que tous les mercredis et tous les jeudis, on a des tests utilisateurs et il y a des gens qui nous aident effectivement à recruter ces personnes-là. Bien sûr, on les recrute en fonction d'un profil type. Alors, si vous êtes familier sur une logique de persona, donc plutôt des gens qui correspondent à un profil par rapport à l'expérience qu'on a voulu designer. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Les tests utilisateurs tels qu'ils sont faits ici, ce n'est pas des tests qui vont vous permettre de valider un usage. Là, aujourd'hui, on est plutôt en train de se dire on a une vision produit. Par rapport à cette vision produit, ce qu'on a voulu raconter, est-ce que notre client, notre utilisateur comprend la même chose ou pas? C'est difficile de se dire que dans une interview de 45 minutes, on va valider que demain, il y a un usage de votre produit, votre solution digitale. Ça, c'est d'autres étapes qu'on expliquera en fin de présentation, mais il faut être extrêmement clair sur l'objectif et ce qu'on atteint par rapport à cette phase de test. Je présente la vidéo. Alors, passons un peu au retour d'expérience. Donc, finalement, on a essayé de mélanger un petit peu c'est quoi la théorie, donc by the books par Google, et aujourd'hui, et si vous voulez, l'expérience que nous on vit au sein d'AXA. Passons maintenant un petit peu au retour d'expérience. Il faut juste passer la vidéo sur le deuxième écran, je suis désolé. Non, il faut que tu passes. On n'a pas innové là-dessus. Ouais. Voilà. Et que tu mettes du son. Donc disons qu'une vidéo expliquera mieux que beaucoup de mots. Donc on va vous montrer une petite vidéo qu'on a mis en place avec expliquant les différents ateliers qu'on a développés au sein d'AXA. Il y avait du son tout à l'heure, il n'y en a plus. Il est branché. Ah, il faut mettre du son ici peut-être. Non. Ah. Donc on va la. Alors. Non, bah écoute, dommage. Okay. On va faire des bruitages, du beatbox. On vous expliquera de 15 jours. L'équipe d'experts. Vous le reconnaissez sûrement.
Donc on a essayé en fait de mettre un petit peu en image et en musique, bon, pas pour le coup, les différents ateliers qu'on a mis en place au sein de l'accélérateur. Donc on a vraiment, si vous voulez, créé notre propre toolbox finalement. Et cette vidéo nous permet en fait à la fois de combler un peu les vides lors des conférences, ou et surtout de pouvoir un peu évangéliser et partager. Ouais, les débats ils sont tendus, hein, c'est pas juste béni oui oui. Hein. Il y en a qui défendent vraiment leur position. Mais cette vidéo nous sert aussi beaucoup à évangéliser, à communiquer autour de ce que l'on fait au sein d'AXA. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, innover donc en 5 jours, c'est pas forcément très clair pour tout le monde et c'est pas forcément simple à faire comprendre. Donc là, vous avez des exemples de prototypes qu'on a réalisés et qui ont été testés. Donc il y avait la santé avant sur une offre de téléconsultation. Donc la téléconsultation, c'est vous pouvez avoir accès à un médecin directement depuis votre smartphone qui vous délivre une ordonnance, etc., etc. La prévoyance que vous avez vue. Là, c'est les tests utilisateurs. Donc on filme pas forcément la tête des gens, on s'en manque un peu, mais plutôt effectivement ce qu'ils font sur les différents devices. Et la logique, c'est qu'effectivement, on voit où est-ce qu'ils cliquent, où est-ce qu'ils cliquent pas, quel est le parcours qui leur paraît le plus naturel, et qu'est-ce que nous, du coup, on doit pouvoir réinterpréter, ou comment on réinterprète leur retour par rapport à ce qu'ils ont vécu sur le device. Bon, sans son, c'est quand même moins bien, hein, mais bon, après... C'est notre expérience. Alors, est-ce qu'elle va réussir à faire revenir ? Voilà. Donc concrètement, chez AXA, effectivement, je vous ai expliqué l'objectif, pourquoi on a mis en place le design sprint. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un projet de transformation importante qui ne passe pas par cette cellule accélérateur et dans laquelle, effectivement, on propose une méthodologie de design sprint. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, on essaye des choses, on itère et on fait en sorte de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et donc, c'est beaucoup plus simple de se dire on essaye de voir si ça marche ou si ça ne marche pas en ayant dépensé 0 € en développement et en déploiement. Ça ne veut pas dire qu'on ne dépense pas un peu d'argent, il faut quand même payer ses designers, mais en tout cas, c'est un investissement quand même qui vaut le coup. Derrière, concrètement, on réinvente notre façon de faire nos produits en interne. On essaye de monter en maturité, j'ai déjà dit 10 fois. Et surtout, on a une vraie réflexion, et ça, c'est pas galvaudé dans le sens où on l'a industrialisé, focus utilisateur, focus effectivement client final. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, la personne qui prend la décision pour savoir si on est mature et si on peut développer le produit, c'est pas le directeur général de la boîte, c'est pas moi, c'est pas je sais pas qui, c'est l'utilisateur. C'est en fonction des retours utilisateurs qu'on se dit go ou no go. Donc ça change quand même un peu. Ça peut vous paraître très naturel. Il y a des sociétés pour qui c'est une évidence absolue. Chez AXA, je vous promets que c'est un changement de paradigme qui est quand même extrêmement important. Donc voilà, donc après, oui, on aura dit 18 sprints jusqu'à maintenant. Donc je crois qu'on va atterrir à 20 sprints. Donc on a fait 20 protos différents depuis le début de l'année. 1400 idées générées, une communauté, des post-it. Je pense qu'on est devenu le plus gros consommateur de post-it de toute la boîte. Voilà, donc des choses intéressantes. Oui, on n'a pas indiqué le nombre de métiers, le nombre de directions avec lesquelles on a travaillé, mais c'est comme disait Benoît, c'est très varié. Ça peut être de la santé, de l'assurance, de la gestion de sinistres, de la déclaration de sinistres et sur des technos très très variés. Donc, on a fait aussi beaucoup de chatbots, apparemment c'est la mode. Voilà. Bon, par contre, on vous a menti. En fait, on a un peu adapté les choses. Ça, c'est le moment un peu compliqué. Donc on disait innover en 5 jours c'est possible, effectivement. Donc by the books, ce qu'on a présenté au début, c'était un petit peu le déroulement d'un sprint chez Google Ventures, dans un écosystème Silicon Valley et Startup. Chez AXA, c'est un tout petit peu différent, mais légèrement différent. C'est un peu plus complexe, donc on a dû s'adapter à différentes réalités finalement de ce que c'est qu'aujourd'hui un assureur et ce qu'est AXA aujourd'hui comme boîte. Donc on voyait tout à l'heure sur la discussion, sur la FNAC, le fait que souvent le code reflète, si vous voulez, la gouvernance d'une boîte. Un peu on peut voir ça aussi ici, c'est-à-dire que la façon dont on a adapté le sprint reflète la façon dont fonctionne AXA. Donc on a développé notre méthodologie donc on l'a adapté au fur et à mesure des 20 sprints qu'on aura fait cette année pour finalement atterrir sur un modèle en 10 jours. Avec la grande différence, c'est qu'on a donc la journée de compréhension, divergence, convergence. Au lieu de 3 jours, on a réussi à squeezer ça sur 2 jours. Ce qui implique qu'en amont, il y ait un travail qui soit réalisé par le métier. Donc on leur demande un petit peu
de travail, de devoir, pour compléter un petit peu tout ce qui est data crunching, tout ce qui va être entretien utilisateur, comprendre le métier, etc. Et nous mettre ça dans un beau deck de slides pour qu'on puisse commencer en fait la journée de compréhension et qu'on la squeeze d'une journée à une demi-journée. Et qu'on ait donc les 2 autres journées sur la journée et demie qui nous reste. On s'est donné aussi... Attends, juste sur l'accompagnement des métiers, c'est important, c'est-à-dire qu'on les aide. On a formalisé des templates de documents qu'ils doivent enseigner. C'est-à-dire qu'on a validé que l'input de départ, d'entrée, qui va nous permettre effectivement de créer cette nouvelle expérience, on a un minimum de prérequis que doivent produire les équipes métiers. Et ce minimum-là nous permet effectivement derrière de designer correctement des expériences. Si on n'a pas ça, alors ça va vous paraître choquant, mais si on n'a pas ça, on ne fait rien. Et donc on est extrêmement clair aujourd'hui auprès des directions qui nous demandent de travailler avec eux. On a besoin d'avoir de l'information sur c'est quoi vos enjeux, qui sont vos clients, etc. Si on n'a pas cette matière-là, on ne peut rien faire. On va partir dans tous les sens, ça ne sera pas rationnel, ça ne répondra pas à des enjeux business de la boîte, etc. etc. Ou ça répondra en fait, ce qui est le plus dur d'essayer, à des commandes en fait. À une commande de quelqu'un qui a une idée. Mais ça, on s'en moque complètement. Et c'est vraiment de ça qu'on essaie de s'affranchir. Donc suite à ces 2 jours d'atelier, on s'est donné aussi un peu plus de temps pour le prototypage. Donc, comme on le disait précédemment, on se formalise sur le niveau de qualité et finalement de finition de nos prototypes. Et donc de une journée, on est passé à 3 jours. Donc on a un peu triché là-dessus. Parce que aussi on est un peu moins de designers dans l'équipe. Et donc l'idée c'est vraiment de se dire on prend plus de temps pour prototyper afin d'être sûr que l'on montrera à nos utilisateurs un résultat avec un degré de finition de résultat final proche d'une application comme elle pourrait être publiée sur l'App Store. Donc ça c'était vraiment important pour nous pour 2 raisons. Pour un, comme je vous le disais tout à l'heure, les utilisateurs, pour les aider à se projeter mieux dans le parcours utilisateur, dans le parcours client, et de 2, parce que pour faire circuler derrière nous ces prototypes, les screenshots et autres, on s'était imposé ce degré de qualité pour que derrière on ait beaucoup plus de facilité à communiquer et faire comprendre ce que l'on fait. Suite à ça, on a une journée dans ce qu'on appelait les Validate, donc la première journée de test utilisateur. Là, on recueille des feedbacks. Et la deuxième grosse nouveauté qu'on a implémentée ici, c'est notre phase de polishing. Donc, ce sont les 5 jours en plus. Le polish, c'est quoi? C'est qu'on s'est dit, c'est très bien d'avoir une première série de tests, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait de ces tests? C'est-à-dire que si on a des feedbacks à implémenter, si on doit pivoter, si le positionnement est partiellement compris, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, nous aujourd'hui, on ne souhaite pas avoir un prototype à moitié compris, avec un positionnement à moitié clair, ou avec un design qui a été critiqué, certes, mais qui plus ou moins fonctionne. Donc on s'est imposé de rajouter une période de polishing qui nous permet d'ajouter donc le feedback collecté dans un second prototype que l'on montre en fait suite à ça de nouveau à des utilisateurs en fin de parcours. Donc ce qui fait que sur chaque expérience qu'on aura designée, chaque sprint, on aura eu 2 sessions de test utilisateur. On a aussi un petit peu dégagé nos vérités, hein, je ne dirais pas les vérités, mais nos vérités sur le design sprint. On en parle beaucoup, mais vraiment, où est-ce que dans quel cas et dans quel contexte utiliser un design sprint ou utiliser le sprint comme étant la méthodologie pour pouvoir craquer votre problématique. On s'est rendu compte que ça sert beaucoup lorsqu'on a un sujet qui est plus ou moins défini, lorsque l'on a une expérience ou une problématique que l'on a vraiment comprise, que l'on a craqué, lorsque l'on sait qu'on ne va pas réinventer une application from scratch. Et dans le cas inverse, on s'est aussi rendu compte que le design sprint ne fonctionne pas quand au contraire on souhaite créer un parcours utilisateur avec des dizaines et des dizaines d'écrans. En fait, un peu l'anecdote qu'on a eue sur un sprint, c'était que au début, l'outil qu'on utilise, qui est Flinto, ne supportait même pas en fait autant d'écrans. Donc c'est un outil donc dédié au prototypage, et on avait loadé une 40aine d'écrans, et l'outil a juste explosé parce qu'il n'était pas du tout fait pour ça. À la base, c'est bien un outil de prototypage et pas de design d'une nouvelle application ou d'un nouveau parcours utilisateur. Enfin, complet. Je m'explique. Ou au contraire, si le sprint est faire du sprint pour faire du A/B testing, par exemple, changer la couleur d'un bouton ou le label d'un bouton, c'est pas du tout l'objectif du sprint non plus. Il y a vraiment, si vous voulez, un juste milieu à trouver sur le sujet sur lequel qu'on a à traiter et sur le type de problématique à craquer.
Donc pourquoi le sprint aujourd'hui, on souhaitait en parler, pourquoi on souhaitait parler de design sprint et pourquoi ça fait maintenant depuis janvier que on a mis ça en place chez AXA et que ça perdure. C'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est une méthode qui est quand même vraiment puissante pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, qui sont vraiment de renouveler un petit peu la façon d'innover et surtout démontrer qu'en 10 jours dans notre cas, on peut avoir une vérité, ou en tout cas avoir certaines vérités sur un parcours utilisateur ou sur une expérience que l'on souhaite développer pour résoudre un problème. Et moi je dirais, il y a 2-3 points qui me semblent extrêmement importants. C'est que petit 1, donc on parle souvent, on a beaucoup parlé d'intelligence collective. La puissance de cette méthode passe beaucoup et surtout par le fait que c'est vraiment un travail collectif du métier, des experts design et de tout type de métier, tout type de personnes. Donc à la fois, on peut avoir des assistantes sociales comme un directeur d'un département au sein d'AXA qui participe au sprint. Et ce qui fait que les gens s'approprient finalement à la fois le problème qu'on va challenger et à la fois la solution. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Petit 2, c'est qu'on a vraiment, si vous voulez, la deadline, en tout cas, le rôle des utilisateurs qu'on a remis au centre de la réflexion, donc c'est-à-dire à la fois en amont pour comprendre les problématiques et définir le challenge à solutionner, ou le challenge à craquer, et petit 2, parce que c'est eux qui vont être vraiment nos gardes-fous qui vont nous dire « Ok, on continue en green light » ou au contraire « Non, les gars, retournez en arrière parce que là, votre positionnement, on ne le comprend pas » ou le parcours, il ne nous semble pas du tout adapté aux problématiques qu'on souhaite résoudre. Et enfin, c'est parce qu'on a vraiment réussi, en fait, le troisième point pour lequel vraiment c'est une méthode qui est surprenante, c'est qu'on arrive finalement même sur un rythme assez soutenu à pouvoir prototyper en 5 jours une expérience, avoir assimilé certaines connaissances d'un métier qui est parfois nouveau pour nous, d'avoir pu diverger, converger et d'avoir surtout créé un prototype qu'on met en face d'utilisateurs en un timing qui est extrêmement serré mais qui est finalement soutenable. Je vais aller vite sur la fin. Au-delà du design sprint, en fait, on a voulu juste partager quelque chose d'assez simple. C'est que le design sprint, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qui permet effectivement d'avoir des résultats de qualité dans des temps qui sont impartis, donc qui sont extrêmement courts. Par contre, ça ne suffit pas. Et quand je dis ça ne suffit pas, il y a 2 choses qu'on a mis en place au sein d'AXA également. C'est une phase de learn and decide. Donc concrètement aujourd'hui, c'est beaucoup d'ethno et de sociaux pour essayer de comprendre le comportement de nos utilisateurs. Mine de rien, vous avez des experts, vous avez des gens qui effectivement travaillent sur des problématiques depuis de nombreuses années, mais ils ne comprennent pas, de par les évolutions et par les changements, en quoi aujourd'hui leur client va continuer à avoir cette préférence vis-à-vis d'une marque, vis-à-vis d'un produit. Et donc, on a besoin en input de vraiment comprendre ces changements. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait de manière ad hoc, qui prend beaucoup plus de temps. C'est 20 jours, mais je pense que même on peut arriver jusqu'à 1 mois. Et la logique, c'est vraiment d'aller sur le terrain, de vraiment se mettre à côté des utilisateurs, de vraiment comprendre leur comportement, de vraiment vivre ce qu'ils vivent au quotidien. Ça paraît simple, c'est simple, mais c'est extrêmement important pour nous, pour la définition demain d'une nouvelle expérience. Donc ça, c'est ce qu'on fait, effectivement, analyser les comportements d'AttaCrunch. Il y a un truc aussi que j'aime beaucoup, c'est recherche d'inspiration. Trop souvent, on veut réinventer from scratch quelque chose, alors que vous avez déjà dans le monde plein de choses qui fonctionnent par rapport à une thématique. En quoi, nous, on peut s'inspirer pour avoir des quick wins. Bien sûr, il faut les adapter, il faut les intégrer par rapport à votre environnement, par rapport à vos problématiques, mais en quoi ces quick wins peuvent nous apporter effectivement une solution qui, entre guillemets, est plus mature et aura plus de performance. Donc évitons de réinventer tout from scratch. Il y a déjà plein de choses qui fonctionnent dans le monde, c'est merveilleux. Vas-y, tu peux y aller. Execute, alors là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'usage. C'est pas parce que vous faites des tests auprès de 6 ou 10 personnes en interview que vous validez l'usage de quelque chose. Pour valider un usage, on a besoin de le mettre dans les mains des gens et on a besoin qu'ils se l'approprient, on a besoin qu'ils passent du temps avec votre solution, on a besoin qu'ils la trifouillent, on a besoin qu'ils l'utilisent, qu'ils l'utilisent pas et qu'on comprenne ça. Ça prend effectivement 1 mois et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première phase de prototypage, on va dire que c'est quelque chose qui est non connecté, on valide une expérience. La deuxième phase de prototypage, ça c'est plutôt quelque chose qui est connecté.
Donc là, on a développé des plateformes d'innovation technique qui sont à la fois ouvertes sur l'extérieur et en même temps sur notre carte business. Donc on s'est beaucoup amusé avec nos équipes de SSI, juridique, etc. pour créer ce genre de choses. Mais en gros, ça nous permet, nous, de créer très rapidement des prototypes, de pouvoir les déployer, de pouvoir les mettre dans les mains d'utilisateurs et de valider qu'on a ce fameux usage. Voilà. Question ? Est-ce que pour les prototypes de la phase, la quatrième phase, la phase execute, ce sont des MVP, donc des exécutables, ou juste des prototypes qui font pas vraiment qui résolvent pas vraiment le problème? Alors on est assez pragmatique. Tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut connecter, on le connecte. Par contre, si effectivement ça demande une évolution de notre récit ou c'est quelque chose qu'on n'a pas, c'est clair qu'on va le bouchonner. Et donc, oui, c'est une logique de MVP. Par contre, il faut qu'on puisse l'exécuter rapidement et qu'on ne passe pas X temps à développer, puisque ce n'est pas encore en mode projet. On n'est pas en mode industrialisation. Est-ce que je réponds à la question ? C'était juste une question sur l'équipe Design Sprint. Est-ce qu'ils sont occupés dans le avant et après, ou il fait que ce parti? Alors, dans notre cas, on enchaîne les sprints. Donc finalement, on est toujours occupé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de temps mort. C'est-à-dire que quand on termine un sprint, on enchaîne directement sur l'autre. Donc, durant les ateliers, tout le monde est occupé. Durant le prototypage, donc ça va être nos designers essentiellement, et puis moi qui vais travailler avec eux. Le métier, pour le coup, vient uniquement lors des ateliers et viennent une fois ou deux pour faire des points de suivi du prototype. C'était pas précis ma question. Pardon. Est-ce que l'équipe Design Sprint continue après dans la réalisation au produit? Ah, pardon. Non, c'est pas nous. En général, ça part donc dans d'autres directions. Ouais, l'objectif, effectivement, c'est que après, il y a tout un travail. Donc après la phase execute ou design sprint, effectivement, on rentre dans des schémas plus classiques. On travaille avec les PM, les PO, et on transfère, on va dire, cette connaissance-là. Et donc, c'est le product manager qui normalement est garant de la vision produit et s'approprie ce travail-là. Vas-y, tu peux donner le micro. Merci. Ma question, c'est combien de personnes en général sont dans chaque type des personas en fait, que vous avez présenté tout au début? C'est-à-dire, est-ce que ça dépend en fait, des projets, de la complexité ou pas? Aujourd'hui, on est 7 personnes. L'idée, c'est qu'effectivement, on mobilise ces personnes-là à chaque fois par sprint. Après, on demande à inviter effectivement entre 4 et 5 personnes, que ce soit experts métiers. Nous, on estime qu'au-delà de 12, après, on est plus efficace dans la problématique de l'intelligence collective, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus, mais ça veut dire que du coup, on va splitter, et du coup, il y aura 2 animateurs qui vont effectivement travailler sur peut-être 2 problématiques différentes par rapport à une vision produit. D'accord, mais du coup, je rebondis là-dessus. Est-ce que, là même en fonction du produit, il y a plus besoin, par exemple, parfois des designers ou plus de concepts produits Non, on est de manière générale, effectivement. La chance qu'on a chez AXA, c'est effectivement on est un assureur généraliste et qu'on gère beaucoup de problématiques. Que ce soit les problématiques sur l'auto, l'habitation, la santé, l'épargne. Donc c'est quand même dans la vie courante des gens des problématiques qui sont assez diverses. Donc les produits et les solutions qu'on met en place, c'est aussi assez différent. Et à chaque fois, on a travaillé pour l'ensemble des directions d'AXA, à chaque fois, on n'a pas eu besoin d'adapter spécifiquement notre équipe par rapport à la problématique effectivement qui était soulevée. Au contraire, je pense qu'il faut qu'il y ait une... sous les oreilles. Il faut qu'il y ait une certaine connaissance routine qui se crée. Non pas effectivement qu'on soit enfermé, qu'on soit que nous 7 à créer des solutions, c'est pour ça qu'on a besoin des gens en externe, mais quand même à un moment donné, si on veut être efficace, il faut quand même que les gens se connaissent et sachent exactement qui fait quoi comment. Ce qui est quand même challenging, c'est que le vendredi soir, généralement on sort avec un storyboard extrêmement détaillé et les designers ont du lundi ou mercredi pour tout maqueter et tout monter en prototype. Donc il faut quand même qu'ils soient effectivement enclins à travailler rapidement. Désolé, j'ai pris le micro.
Quel est le taux de transformation, entre guillemets, en vraie fonctionnalité après dans la vraie vie? Ou est-ce qu'il y a un taux d'échec des design sprints? Il y a un taux d'échec qui est très important, mais il est assumé. C'est-à-dire qu'on préfère en fait se dire qu'on n'y arrive pas, ou du moins c'est pas mature et qu'on va pas le lancer. Donc je peux te donner un taux, je pense qu'il y a 30% des projets qui sont vraiment partis en production. Mais l'objectif pour nous, il n'est pas de dire qu'il y a 100%, au contraire. L'objectif pour nous est vraiment de se dire que ce qu'on a pu designer, ce qu'on a pu tester, il y a une réalité. Et une réalité qui est alignée quand même aux enjeux business ou de productivité de l'entreprise. Si effectivement les directions de métier ont des idées et qu'on continue dans un rythme où on les lance, on les déploie, on sait à la fin que sur 10 projets, il y en a 2 qui fonctionnent. On aurait continué à beaucoup investir, on aurait beaucoup continué à dépenser sur des choses qui ne sont pas forcément utiles. Je suis désolé, mais chacun... Merci. 2 petites questions. Sur la partie Learn and Decide, comment vous préparez? Il y a les templates, mais est-ce que vous accompagnez aussi du coup les métiers sur le terrain pour qu'ils préparent? Et la deuxième question, c'est comment vous recrutez en fait pour les tests? Alors, effectivement, Learn and Decide, on les accompagne. Et effectivement, l'objectif, c'est, si je caricature, c'est un peu du consulting. Donc, en gros, effectivement, il y a une personne, voire 2 personnes, qui sont garants de la méthodologie et des process et qui vont accompagner les directions de métier à la fois sur les phases d'interview, que ce soit client ou expert, interne ou externe de l'entreprise, à la fois sur les problématiques de benchmark, à la fois sur les problématiques de vie my vie, etc. Par contre, c'est évident qu'on le fait avec le métier, puisque c'est eux qui sont garants, experts à la fois de leurs produits et à la fois potentiellement de l'expérience qu'on va mettre en place demain. Donc oui, on les accompagne. Les experts, comment on les recrute? Alors aujourd'hui, de manière pragmatique, AXA est une grande entreprise, donc déjà on a un vivier assez important. Et puis après, la personne qui est à ma gauche, elle a une mission à la fin de l'année, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'ouvrir vraiment, vraiment beaucoup et aller développer effectivement une communauté de bêta-testeurs qui soit externe et qui soit client et non client d'AXA. Voilà. Donc bon courage, Paul. Merci. Comment votre activité est alimentée? C'est quoi l'événement déclencheur? Qui la déclenche? Est-ce que c'est un responsable de domaine? Est-ce que c'est un métier particulier qui a déjà une vision préalable? Comment s'exprime le besoin? Donc chez AXA, on a quelque chose qui s'appelle Project Selection. Donc en gros, à la fin de septembre jusqu'à octobre-novembre, vous devez, chaque direction doit effectivement préparer, là en l'occurrence le plan 2017, et doit valider les produits, les services que vous voulez, qu'ils souhaitent lancer. Ça, c'est validé par des gens comme la direction financière, la direction générale d'AXA. Et donc, en gros, effectivement, les projets qui viennent auprès de l'accélérateur, s'ils ne sont pas inscrits dans la logique de Project Selection, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Puisqu'on sait qu'en fait, je vais être extrêmement pragmatique, si ça ne se figure pas dans cette logique de Project Selection, il n'y a pas de budget. Donc nous, on veut quand même travailler sur potentiellement des projets, des idées qui derrière seront financées et donc il y aura une réalité en termes de projet. Donc ça peut répondre à la première question. Et de toute façon, de manière assez globale, on demande quand même est-ce qu'il y a un sponsor qui soit extrêmement haut. Alors on n'a pas tous les membres du COMEX à chaque fois, mais on a quand même des directeurs. Pourquoi? Puisque effectivement, encore une fois, on veut que derrière il y ait une réalité projet. Même si effectivement il n'y en a que 30% qui à la fin vont en go production, ces 30% ils y vont avec du budget et on sait qu'on va les financer correctement et qu'on va aller jusqu'au bout. Bonjour, je voudrais juste vérifier quelque chose, mais c'est une recherche de confirmation par rapport à la question de Grégory. Si je comprends bien, l'équipe Design Sprint, c'est pas l'équipe qui est amenée à implémenter la solution. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a au moins un émissaire de cette équipe qui participe à cet effort-là? Alors, je te laisserai terminer après, mais ok. Tu veux la prendre celle-là? Alors oui, effectivement, elle n'exécute pas. Et c'est clair. Et pourquoi elle n'exécute pas aujourd'hui? Parce que c'est pas sa mission et c'est pas l'expertise. Les gens qui font partie de cette équipe, ils n'ont pas l'expertise effectivement pour en mettre en place, exécuter. Après, chez nous, chez AXA,
il y a une vision effectivement de product manager, de gens qui sont responsables aujourd'hui du produit, de la vision produit. Et c'est ces gens-là qui sont intégrés, c'est ce qu'on appelle le métier qui voulait, qui sont intégrés et qui portent effectivement cette vision de produit. Je vais même caricaturer la chose, nous on n'est qu'un outil. Et on se présente en interne comme un outil. On est un outil à disposition de l'ensemble des directions d'AXA, des gens qui veulent se transformer et innover sur le digital. Complément. Faut pas prendre ça pour une attaque, hein, bien entendu. Ça me choque un peu de ne pas avoir un représentant du dev, mais en même temps, je viens de la technique. Je me dis, si on met dans la même salle 8 personnes, non mais quand je parle du dev, je dis un techos, un développeur. Si on met dans la même salle 8 personnes, on peut en ajouter une 9e et on a un panel encore un peu plus large. On a peut-être une meilleure phase de divergence. Je sais pas, c'est peut-être un axe de réflexion. Non, mais on a quelqu'un dans l'équipe. On a vu Pablo, vous avez vu en keynote ce matin, qui fait partie de l'équipe, et donc qui est, en fait, si vous voulez, un peu le garant et qui fait le pont, finalement, entre, à partir du moment où un projet va passer fait partie des 30% des projets qui vont devenir une réalité, lui va faire le pont de la manière que nous, on fait le pont, si vous voulez, au niveau UX, etc., avec ce qu'on aura designé. Lui fera le pont au niveau techno en disant, voilà les bonnes pratiques, les bonnes technologies à mettre en place, sans pour autant, parce que nous, on ne veut pas non plus s'impliquer trop dans la phase qui vient après en mode projet, parce qu'on reste un outil, sans pour autant donc passer dans l'équipe de développement. C'était pas une attaque, hein. Non, mais ça rejoint un peu la question, et à savoir en fait s'il y a un impact par rapport à cette méthode de design sur les équipes de production. Est-ce que vous avez eu des retours voilà, si ça leur facilite la vie? Est-ce qu'ils sont contents d'avoir des inputs peut-être un peu plus cadrés Oui, effectivement, aujourd'hui, on constate que lorsque des projets sont passés effectivement par cette méthodologie, il y a une expression de besoin qui est beaucoup plus claire. Donc aujourd'hui, effectivement, les équipes de développement nous disent que derrière, il y a une plus grande confiance des équipes du métier. Et donc ça, c'est important. Ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils le font. Et donc on va éviter tous les allers-retours, les spécifications qui ne sont pas forcément très claires. Là, on sait exactement pourquoi on le fait. Et on a une certaine... on a une certaine façon de travailler justement avec les développeurs, parce que ils savent exactement ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, que c'est testé, et donc qu'on n'a pas 2 milliards de questions à se poser à chaque fois qu'on fait un pas. Une dernière. Ça va être la dernière. Oui. Une dernière question. Bonjour. La question, c'est l'équipe de 7, donc vous faites partie. Elle travaille à chaque fois full-time sur les trois parties, où en fait vous répartissez avec, pendant que certains travaillent sur le Learn and Decide, vous avez un design sprint en cours avec une autre partie, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que l'équipe qu'on a présentée tout au début dans la méthodologie Design Sprint va vraiment se focaliser sur la partie donc, Design Sprint, donc la partie de design, les designers et moi, mais on aura donc en parallèle d'autres, si vous voulez, collaborateurs ou personnes de l'équipe de l'accélérateur qui vont travailler ad hoc sur les phases de Learn and Decide ou Execute. Mais en tout cas, l'équipe de Design Sprint reste la même. Donc, c'est les mêmes designers qui sont là depuis janvier avec moi à travailler sur les X sprints qu'on a fait. Très bien, moi, je pense qu'on est en train de dépasser le temps. Donc, merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, on reste là.